Sur cette matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Après des années de turbulences politiques, le Bénin a enfin trouvé son chemin au détour de la conférence nationale des forces vives de février 90. Un marqueur historique, point de départ de la démocratie au Bénin. 35 ans après ces assises qui ont guidé le pays sur le chemin du renouveau, quel est l'état de cet héritage acquis de haute lutte intellectuelle, illuminé par un moment de sagesse et de sacrifice? Analyse de mes francs-parleurs à suivre. Et puis, saura-t-on enfin ce qui s'est passé avec ce père de famille sorti comme tous les autres jours, aller travailler mais qui n'est plus jamais rentré chez lui à la maison? Le 17 août 2010, Pierre Urbain Danhivo, cadre du ministère des Finances, est mystérieusement porté disparu. Presque 15 ans après ce drame qui a fait grand bruit dans l'opinion, des zones d'ombre subsistent encore. Le dossier est inscrit à la session criminelle du tribunal de Cotonou. La dite session s'ouvre en mars prochain. Pourra-t-on enfin faire la lumière sur cette affaire? Vous suivrez donc les spéculations intellectuelles de mes invités. Mes invités, ils en ont Dr Francis Eloche, analyste politique, expert en gouvernance. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Bien, le plaisir partagé, c'est toujours avec bonheur que je viens avec vous. Et en face de vous ce matin, Dr Jacques Richard Kodjo, il est docteur justement en droit public. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Amélian. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir également sur la matinale de la télévision nationale. Largement partagé. Et justement, on commence par le second sujet, plutôt, donc en débat. Il s'agit de l'affaire Danhivo qui refait surface 15 ans après. Presque tout le monde avait déjà oublié cette affaire, ou du moins étant latent. On ne s'imaginait pas que cela allait refaire surface un jour. C'est votre cas aussi? Alors, merci, je vous remercie pour l'invitation, mais je pense que pour ceux qui connaissent un peu le milieu judiciaire de notre pays, on savait que cette affaire allait refaire surface. Maintenant, dans quel sens, on ne savait pas exactement, puisque les juges instructeurs n'avaient pas lâché ce dossier. C'était un dossier qui était toujours dans les rôles. Et il fallait trouver la meilleure façon de prendre ce dossier. Et donc, après plusieurs années de réflexion, le dossier a été renvoyé devant la session criminelle du tribunal de Cotonou pour être, je l'espère, vidé une fois pour toutes. Parce que on n'avait pas encore obtenu de décision dans ce dossier, malgré tout le battage que nous avons eu à la Criette, à Porto Novo, à une certaine époque. Mais on ne pouvait pas laisser ce dossier mourir de cette façon. Je voudrais préciser que aujourd'hui, nous avons par exemple un Conseil supérieur de la magistrature qui est très à cheval sur la qualité du service public de justice. Nous avons un garde des Sceaux, Maître Yvon Dechenou, qui travaille avec acharnement pour que nous puissions avoir un service public de justice, un service public de qualité de justice. Alors, ça passe par le traitement de tous les dossiers, ça passe par le fait de bien s'occuper des dossiers, ça passe par également la célérité avec laquelle on traite les dossiers. Tout ça mis bout à bout, on savait très bien que ce dossier allait refaire surface. Justement, on va faire le point. Monsieur Danhivo, que vous voyez là, justement, à l'écran, on va le voir, donc, est porté disparu le 17 août 2010. Il est sorti de chez lui, il n'est plus jamais rentré. Plusieurs hypothèses donc ont été annoncées, donc ont été établies pour sa disparition. On parle d'un meurtre, d'autres parlent de disparition. Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à établir évidemment les faits, ce qui s'est effectivement passé en ce temps-là, en ce jour-là. Il y a eu entre-temps un suspect qui avait été arrêté, Kossi Kodjo Alofa, qui séjourne d'ailleurs toujours à la prison ou en prison. Il s'était déclaré comme étant celui qui aurait donc abattu Pierre Urbain Danhivo. On avait entre-temps exhumé son corps, ou du moins on avait exhumé un corps donc au domicile de M. Alofa. Jusqu'à présent, la famille d'Urbain Danhivo n'a pas pu authentifier le corps qui avait été exhumé. On avait demandé une autopsie. Finalement, le dossier s'est noyé
presque, j'ai envie de dire, Francis Eloge Attadé, c'est heureux déjà de savoir qu'on va peut-être enfin faire la lumière sur cette affaire pour que, ne serait-ce que la famille de M. Dainvo puisse comprendre et démêler le chevaux. Oui, mais il n'y a pas que la famille. Il y a aussi les citoyens béninois qui attendent que la lumière soit faite sur ce dossier. La famille principalement quand même. Maintenant, la famille, c'est un rêve. C'est un rêve fortement nourri. Qu'un jour, on puisse dire comment est-ce que leur fils, Hubert Pierre Dainvo, a disparu. Où est-il mort réellement? Est-ce que c'est un assassinat? Qui sont ceux qui ont perpétré ce crime? Comment ont-ils pu l'habiller pour qu'enfin l'âme de Dainvo puisse reposer en paix? De toute façon, vous aviez cité Kodjo Kossi Alofa, qui serait un ami de Dainvo. En fait, le mardi 17 août 2010, au moment où il a fini de travailler, selon la version officielle, qui devait rentrer sur Calavi, il est porté disparu. Il y a eu plusieurs thèses, en fait des versions officielles, parce qu'il paraît que courant février 2010, Dainvo, puisque vous savez, il est un cadre du ministère des Finances, il est originaire de Sé, en fait de l'arrondissement de Sé, dans la commune de Huogwe. Il est membre du parti social-démocrate, c'est-à-dire PSD, qui était un parti d'opposition à la gouvernance de Boni Yayi. Parce qu'il faut rappeler ce contexte. Le contexte de 2010 était un contexte de crise où il y a eu plusieurs affaires qui ont éclaté. L'affaire ICC, n'oubliez pas ça, où la pression était mise sur Boni Yayi. Puis l'affaire Dainvo. Et il paraît que, en fait, si je mets ça au conditionnel, il aurait contribué à donner des informations dans le but de fournir, de révéler les scandales et les infractions financières qui émanaient. Ça, ce sont des thèses ou des hypothèses qui avaient été énoncées, mais qui jusque-là n'ont pas encore été authentifiées. La preuve en est que, le 17 août, quand il est porté disparu, il y a une pression qui a été mise sur le gouvernement, puisqu'ils ont soupçonné, en fait, un enlèvement politique. Bon, il y a eu des manifestations, marches, grèves, sit-ins et autres pressions sur le gouvernement. La gouvernance Boni Yayi a bien à contribution les forces de l'ordre. En fait, pour rappeler le contexte, c'est des faits évoqués. Aujourd'hui, on parle des forces de défense et de sécurité et d'autres unités, puis des renseignements, pour faire de la lumière sur la question. Je crois que dans les recherches, les enquêteurs ont fini sur la version officielle, qui sera contredite. Il paraît qu'on a retrouvé son livret de bord de son véhicule Audi 80 et son portable dans un hôtel qui serait ici à Maro Militaire. Et en exploitant les données extraites de son portable et en interrogeant les appels téléphoniques, les tout derniers, on a constaté qu'il aurait appelé un certain Alofa. Puis c'est comme ça qu'on a tracé la piste. Et 40 jours après, soit le 27 septembre 2010, Alofa, en présence de certaines personnalités, a présenté là où le corps serait, le présupposé corps de Dainvo serait. Les parents n'ont pas reconnu ce corps. Le ministre Akofo-Adjei, qui était garde des Sceaux à l'époque, a salué le travail fourni par les unités, par le procureur, et a dit que nous étions sur la très bonne piste. Curieusement, je crois qu'à la fin, quand il a été interné à Missélété, à la veille de son procès, le 4 février 2010, a disparu. Évasion. Il n'a été rattrapé que grâce à la diligence de la gendarmerie de Togo. Ils ont fini par l'extrader, il est venu. À sa première comparution en 2016, Alofa a dit que la prétendue évasion était une assistance. Les gens l'ont aidé à disparaître pour qu'il ne comparaisse jamais. Ça veut dire que les gens avaient intérêt à ce que le dossier Dainvo ne soit pas élucidé. Mieux que ça, je crois en 2016, la Cour a fini par dire qu'il faut emprunter la piste du profil ADN pour pouvoir faire la lumière sur. Mais le procès a dormi et a repris en 2018. Le ministre Kenyom Sévérin, ayant suivi un peu le dossier, ayant constaté que les déclarations faites, les dépositions de Alofa étaient
épinglait plus ou moins, impliquait plus ou moins certaines hautes autorités, a saisi par correspondance le parquet général au fin de recueillir un supplément d'informations. Si aujourd'hui, on en vient à dire que le dossier est inscrit à la section criminelle, ça veut dire qu'il y a de nouveaux éléments à charge. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles preuves qui doivent aider à mieux éclairer la cour qui est à charge de connaître ce dossier. 3, ça veut dire que ce procès, cette fois-ci, ira jusqu'au bout. Très bien. C'est bien de faire ce rappel historique pour situer déjà le contexte pour effectivement que tout le monde puisse être au même niveau d'information. Docteur Jacques et Richard Cordio, en l'espèce, quelle est généralement la procédure quand le dossier est inscrit au rôle, donc pour la session criminelle qui va s'ouvrir en mars prochain là? Est-ce que cela veut dire que forcément il y aura procès? Oui, je voudrais saluer le travail historique de mon vis-à-vis, docteur, merci, parce que vous m'avez permis de me replonger un peu dans les faits, parce que par principe, pour un dossier pendant devant les juridictions, le rôle dans lequel je suis aujourd'hui m'empêche de fouiller. Mais vous avez fouillé, je trouve que c'est très intéressant, parce que tout ce que vous avez dit va être retracé par le procureur. Alors normalement, lorsque le dossier est au rôle de la session criminelle, normalement c'est un dossier qui est prêt à être jugé en réalité. C'est-à-dire qu'on a fini toutes les procédures d'instruction, on a fini les travaux d'instruction et tout, et le dossier est en état d'être jugé. Donc, nous aurons droit à un procès, nous aurons droit à une constitution, des juges qui vont siéger, nous aurons droit à des débats, à des échanges, nous aurons droit surtout à des révélations. Nous aurons droit surtout à des révélations et donc ça nous permettra de nous faire une idée parce que, dois-je le rappeler sur ce plateau, un dossier judiciaire est instruit à charge et à décharge. Donc, dans les deux sens, nous aurons des éléments du dossier pour apprécier et certainement la composition qui connaîtra du dossier et pourra rendre une décision. Je voudrais juste rappeler que dans cette affaire, on a eu droit à une autopsie, il fallait faire des preuves ADN et les enseignants, c'est des enseignants béninois qui ont fait le travail premièrement. Je voudrais saluer, si vous permettez, le professeur Laleye qui a dirigé ce travail d'ADN et tout, et qui a rendu son résultat. Et nous avons demandé une expertise allemande après une expertise française aussi. Française. Alors, je me souviens que le président Bouniaï en son temps avait demandé à l'ambassade de France de commettre donc des experts français à sa disposition. Très bien. Et donc, on aura les résultats de toutes ces expertises et on en saura davantage sur ce dossier. Et donc, restons sereins. Et ça montre le niveau d'indépendance de la justice de notre pays. Moi, je pense que c'est très bien. Et c'est à saluer parce que tout le monde a eu tendance, et vous-même, monsieur Amégan, tout à l'heure, vous avez sorti l'expression, c'est comme si le dossier avait été noyé. Les gens ont l'impression que certains dossiers pourraient déranger et sont noyés, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous avons une justice qui est complètement indépendante et qui fait son travail au mieux. Et les juges, les magistrats et tous les autres acteurs judiciaires se mettent en quatre pour que triomphe la vérité. Je pense que dans ce cas, notre aîné, Urbain Dainvo, on pourra faire son deuil proprement à cette occasion. D'accord, très bien. Alors, Francis Eloge-Attali, c'est un procès forcément qu'on va suivre de très près parce qu'on s'imagine qu'il y aura des révélations. J'aurais bien aimé que ce procès soit médiatisé. Parce que vous savez qu'à sa première comparution, Alpha a dit que c'est les déclarations qu'il a faites. Puisqu'au début, on a dit qu'il a reçu 1 million de francs et plus de parcelles pour commettre le crime. Mais quand il a comparu pour la première fois, en janvier 2016, il disait que c'est sous pression qu'on lui a dit de dire tout ça et c'est contre rémunération de 25 millions. Bon, et puis en plus, ce qui est à saluer, c'est que la Cour constitutionnelle a été saisie.
du dossier. Et a constaté évidemment que les mises en cause ont droit à un procès dans un délai raisonnable. Depuis 2016, en 2020, ça fait 4 ans, ils sont toujours en détention. Cette détention est contraire. Détention préventive indéfinie. C'est contraire à la Constitution béninoise. Je crois que l'ouverture de ce procès permettra de crédibiliser la justice. Et il faut évidemment qu'on fasse la lumière sur ce dossier parce que ça préoccupe tous les citoyens. Vous savez que les responsables syndicaux, la société civile et les acteurs politiques, la famille de Daïvo, l'âme même de Daïvo crie à la justice. Et aujourd'hui, on peut... Pour le moment, on n'en sait rien, docteur Attali. On ne sait pas s'il est décédé ou pas. Son décès n'a pas été clairement établi. C'est vrai. Donc on ne saurait dire, on parle toujours de disparition. On ne parle pas de décès, on parle de disparition de Pierre Urbain Daïvo. Oui, en fait, sur la sémantique, je ne vais pas polémiquer. Mais bientôt, la lumière sera faite sur le dossier. Et je souhaite que les juges soient suffisamment... Il faut qu'on renforce leur sécurité. Parce que c'est un dossier d'extrême sensibilité. Parce que c'est un dossier d'État. Parce que si le ministre Sévérien Kouign-Lom a saisi par correspondance le parquet général au fin de poursuivre pour des suppléments d'informations, parce que des déclarations constantes qui ont été faites par l'OFA impliquent des autorités, des hautes personnalités, ça veut dire que c'est un dossier extrêmement sensible. Très Surtout bien. que nous sommes en période préélectorale. Justement, la période aussi... la période de la commission de l'acte, c'est aussi une période préélectorale parce que nous sommes dans le contexte de la fin du premier quinquennat 2010 et où Yahya Boni préparait son second quinquennat. Très bien. Alors, docteur Richard Kodjo, évidemment, vous savez que ce dossier a porté vraiment préjudice aux Béninois parce que les syndicalistes, en son temps, ont prétesté de cette disparition pour, évidemment, réclamer à bon droit donc la lumière sur cette affaire. Il y a eu des grèves perlées qui ont handicapé le système éducatif, qui ont handicapé le fonctionnement de l'administration. Donc, normalement, ne serait-ce que pour cette torture, je vais dire, infligée aux Béninois qui ont subi tous ces on va dire quoi, ces mouvements de débrayage, on leur doit quand même des explications pour qu'enfin on comprenne ce qui s'est passé. Je suis dans une perspective positive avec vous, Monsieur Amega. Je suis positif avec vous. Mais par expérience, un dossier judiciaire, je peux vous rassurer que même le juge ne sait pas quelle issue peut avoir un dossier judiciaire. Même le juge qui est en charge du dossier, il ne peut pas savoir à l'avance. Et j'espère que cette fois-ci, l'essai sera transformé et nous pourrions tous être apaisés. C'est vraiment ce que je souhaite de tout mon cœur et j'espère que les astres seront avec nous pour que cela puisse se réaliser. On va scruter tout ceci de très près, mais en attendant, on va suivre ce qu'en pensent les internautes, puisque nous les avons conviés au débat via nos plateformes digitales, nos canaux de diffusion numérique. La question du jour, l'affaire Daïvo, du nom donc de ce cadre du ministère des Finances porté disparu le 17 août 2010, refait surface presque 15 ans après. Le dossier sera rouvert en mars au tribunal de Cotonou. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce procès? Eh bien, nous allons écouter nos internautes qui forcément ont des attentes. Maurice Tantan leur accorde la parole dans 5 sur 7 matin. Maurice, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toute. La question du jour de ce lundi matin, vous venez de la rappeler et il faut dire que cette interrogation a suscité de nombreux commentaires sur la toile. Évidemment, c'est une affaire que les Béninois connaissent et qui a fait grand bruit et donc les attentes sont évidentes, vous pouvez l'imaginer. La principale, c'est que justice soit faite, que le droit soit dit et que les Béninois sachent ce qui s'est réellement passé il y a environ 15 ans et accessoirement il y en a qui ont quand même soulevé certaines inquiétudes. Ils espèrent que la rouverture de ce dossier-là ne soit pas une occasion de règlement de comptes politiques. Donc ce sont là quelques inquiétudes que les internautes ont partagées avec nous. On va lire leurs commentaires rapidement. Eman, si vous permettez. Ézéchiel Ronsou nous écrit: moi personnellement je n'attends absolument rien de la rouverture de ce procès car c'est pour certainement distraire le peuple béninois. Ça n'aboutirait à rien
tant que les vrais coupables, estime cet internaute, seraient sous couvert de la mouvance présidentielle. C'est une affaire d'État, conclut Ézéchiel Hounsou. Bokor Roland Caliste est plus positif, plus optimiste. Il dit c'est bien normal que ce dossier revienne car il était une promesse de campagne du candidat en 2016. Il s'agit d'une vie et la justice rendue donnait l'impression d'une certaine légèreté. Il s'agit pourtant d'une vie et d'un acteur qui gênait l'ancien régime selon Bokor Roland. Vivement que le procès soit irréprochable cette fois-ci et sans implication politique, souhaite cet internaute. Autre commentaire sur la question du jour, Carleb Natadia dit 15 ans sans aucune issue, la famille serait à nouveau plongée dans la tristesse. Vivement que cette fois-ci soit la bonne pour un dénouement de cette tragique affaire. Nous allons prier pour de nouvelles preuves qui vont certainement situer les responsabilités et éclairer l'opinion publique sur cette histoire. Herman Akaba nous dit « Seul le mort sait ce qui lui est arrivé ». Un peu dépité, cet internaute Lucien Loco nous dit « Si vraiment la justice peut être rendue afin que le frère Alofa, incarcéré depuis plus d'une dizaine d'années, soit aussi libéré ». C'est donc le souhait de Lucien. On va prendre deux derniers commentaires. Koumassa Maurice nous écrit « Le retour de l'affaire dite d'Anivor devant la justice est une évidence puisqu'un certain Alofa serait détenu depuis plusieurs années et sa liberté dépendrait d'une décision de justice. Dans ce contexte, les attentes sont entre autres que le droit soit dit et les responsabilités soient situées et que cette affaire ne soit pas une occasion de règlement de compte politique de Ins contre Y. Parfer Zinvoedo, pour terminer, nous a laissé le commentaire que voici. Pour ma part, écrit-il, j'attends 3 issues essentielles de ce procès. Premièrement, faire toute la lumière sur les événements et comprendre exactement ce qu'il s'est passé. Deuxièmement, obtenir une réponse claire et définitive sur la situation de monsieur Pierre Urbain Danivor. Est-il encore en vie ou non, s'interroge cet internaute. Et enfin, que justice soit rendue en identifiant et en poursuivant les véritables coupables. Voilà, mon cher Herman Amegan, chers amis, ce que vous avez dit de la question du jour de ce lundi. Merci beaucoup, Maurice Tantan, pour ces avis relayés. Vous passez une excellente journée du lundi et à demain, c'est matin. Maurice.